L'Afrique bouge et même si l'habitude est prise d'évoquer le continent noir à travers des fléaux ou des guerres, il ne faut pas oublier pour autant les nombreuses démocraties qui renaissent après de longues périodes de dictature. On connaît l'exemple du Bénin, voici celui du Congo, tout récent. Depuis quelques semaines à Brazzaville, le changement est radical. Mais avant d'évoquer cette transition démocratique, je vous propose de rappeler l'histoire du Congo, ce pays qui fut une colonie, mais aussi un royaume. Le royaume Congo, composé de différents groupes ethniques, connaît dès le XVe siècle une période de troubles et d'instabilité. L'arrivée des Européens, avec en premier lieu les Portugais, marque le début de l'esclavagisme et d'une importante traite négrière. Privé d'une partie de sa population, le royaume s'affaiblit. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savorgnan de Brazza, explorateur au service de la France. 4 ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse. Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Désormais, il ne faut plus 40 jours, mais 40 heures pour relier le nord au sud. Depuis l'actuelle Centrafrique jusqu'à l'actuelle ville de Brazzaville, le fleuve Congo était navigable. Mais à partir de Brazzaville, le fleuve n'est plus navigable. Mais à un moment donné, il a fallu faire un chemin de fer. De Brazzaville, donc, jusqu'à Pointe-Noire. D'où le nom d'ailleurs, Congo-Océan. Congo étant le fleuve, non pas le pays, le fleuve Congo jusqu'à l'océan Atlantique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir des gens du Cameroun et même du Tchad. Imaginez des Tchadiens du nord du Tchad. Seuls les Toubons étaient chefs parce qu'ils sont nomades. Mais des Tchadiens. Non seulement des gens de la savane, mais également des gens du désert, qu'on a fait venir en pleine forêt vierge pour le faire travailler sur le chemin de fer. Mais ils sont morts. Ils sont morts de quoi? De dépression nerveuse, de pneumonie, de tuberculose, de lèpre, de paludisme, de dysenterie. Ils sont morts également parce qu'ils ont dû affronter des bêtes qu'ils ne connaissaient pas chez eux, des serpents qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont affronté surtout également un climat qu'ils ne connaissaient pas. Imaginez un lapon venant en Méditerranée, c'est quelque chose quand même. Donc tout ça, ça a fait une sorte de, je ne dirais pas un massacre, mais une tragédie de l'histoire de la colonisation en Afrique. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance.
D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Youlou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Youlou doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Youlou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Mais la nouvelle équipe dirigeante est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme et les modérés autour de Massamba Deba. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National de la Révolution, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, le marxisme se met en place et rapidement Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays socialistes. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. Cette période est marquée par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massamba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marienne Ngouabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces pour tirer les idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marienne Ngouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple! Yeah, pour le peuple! Tout pour le peuple! Yeah, pour le peuple! Prêt pour mourir! Prêt pour mourir! L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence nationale. Le Congo pense ainsi s'ouvrir à la démocratie.